Quelque chose brûle en Iran ce soir, et personne n'en revendique la responsabilité. Et ce silence, cette absence complète et totale d'explications venant de quelque direction que ce soit, est en soi l'information la plus importante disponible sur ce qui se passe réellement en ce moment à l'intérieur de la République islamique. Un immense complexe est englouti par les flammes à Téhéran. Une épaisse fumée noire est visible à des kilomètres. Plusieurs explosions sont rapportées simultanément à Keshem, l'un des endroits les plus sensibles sur le plan stratégique de toute la côte sud de l'Iran. Aucun communiqué du gouvernement, aucune explication officielle, aucun groupe ne revendique la responsabilité. Juste le feu, la fumée et ce genre de silence qui n'existe que lorsque les gens qui savent ce qui s'est passé ont des raisons très précises de ne rien dire. Et voici ce qui rend ce silence aussi assourdissant le 5 mai 2026. C'est pas la première fois. C'est pas la deuxième fois. C'est même pas près d'être la 10e fois. Avant le début de cette guerre, l'Iran connaissait des explosions mystérieuses dans de grandes installations presque chaque jour. L'explication du régime était toujours la même. Des fuites de gaz, des accidents industriels, rien à voir ici. Puis la guerre a commencé et les explosions se sont arrêtées. Ensuite, le cessez-le-feu a été annoncé. Et dès que le cessez-le-feu a commencé, les incendies et les détonations inexpliquées ont repris. Ce schéma explosion avant-guerre, pause pendant la guerre, reprise pendant le cessez-le-feu, n'est pas une coïncidence. Les coïncidences ne suivent pas des calendriers opérationnels. Ce qui brûle à Téhéran ce soir est lié à quelque chose de délibéré, quelque chose de coordonné. Et les gens qui mènent cette opération ont décidé que la fenêtre du cessez-le-feu était le moment optimal pour accélérer. La question de savoir qui est responsable, la CIA, le renseignement israélien, l'opposition iranienne interne, ou une combinaison des trois compte moins, pour l'instant, que la question de savoir ce que cela signifie que ces événements continuent de se produire et que personne ne puisse les arrêter. Parce que la réponse à cette deuxième question en dit davantage sur l'état réel de la République islamique le 5 mai 2026 que n'importe quelle déclaration officielle de n'importe quel gouvernement. Mettons la scène opérationnelle en place avec précision. Le rythme des développements simultanés des dernières 24 heures a été extraordinaire et la plupart des couvertures médiatiques traitent chaque élément comme une histoire distincte. Pourtant, ils sont tous des chapitres du même document. Téhéran brûle dans un complexe dont l'identité et la fonction n'ont pas été établies publiquement. L'île de Keshem, située à l'entrée, est du détroit d'Ormuz et servant de l'une des zones de préparation maritime les plus critiques du corps des gardiens de la révolution islamique, rapporte plusieurs explosions d'origine inconnue. Au même moment où ces détonations se produisent sur le sol iranien, des missiles balistiques iraniens, des missiles de croisière et des drones sont dans les airs au-dessus des Émirats arabes unis pour une deuxième journée consécutive. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a publié une déclaration officielle confirmant que ces systèmes de défense aérienne interceptent activement des missiles balistiques, des missiles de croisière et des menaces de drones provenant de l'Iran. Les sons entendus dans différents secteurs des Émirats arabes unis sont les événements d'interception eux-mêmes, les batteries de défense aérienne qui engagent en temps réel des menaces entrantes au-dessus de zones peuplées. Et simultanément, 2 destroyers de la marine américaine qui ont traversé hier le détroit d'Ormuz sous un feu iranien soutenu sont maintenant positionnés profondément à l'intérieur du golfe Persique. Ils ont démontré opérationnellement que des navires de guerre américains peuvent traverser la voie maritime que le corps des gardiens de la révolution islamique prétend contrôler absolument et survivre à tout ce que ce corps peut leur lancer. Voilà le portrait du 5 mai. Des incendies d'origine inconnue sur le sol iranien, des missiles iraniens frappant les Émirats arabes unis pour une deuxième journée consécutive, des destroyers américains dans le golfe Persique après avoir forcé leur passage dans le détroit, et CNN qui rapporte que les États-Unis et Israël continuent de coordonner activement leurs options en vue d'une possible reprise des opérations de combat à grande échelle. Tous ces éléments se produisent en même temps, et la question qui les relie tous est celle à laquelle le président de l'état-major interarmé, le général Dan Kane, a répondu sans pleinement réaliser à quel point sa réponse était complète. Maintenant, voyons ce que Trump, Hegseth et Kane ont réellement dit au cours des dernières 24 heures.
Les déclarations venant du côté américain de cette confrontation accomplissent un travail stratégique beaucoup plus important que ce que la couverture médiatique a correctement décortiqué. Trump a décrit tout le conflit avec un mot qui aurait dû faire arrêter net chaque analyste couvrant cette histoire. Il l'a appelé une escarmouche, pas une guerre, pas une campagne militaire, pas une confrontation, une escarmouche. Puis il a expliqué la logique derrière ce cadrage en des termes à la fois exacts et stratégiquement dévastateurs pour ce qui reste de la prétention du corps des gardiens de la révolution islamique à la pertinence militaire. Il a dit que l'Iran n'avait aucune chance. Ils n'en ont jamais eu. Ils le savent. Ils me l'expriment quand je leur parle. Puis vient la phrase qui saisit toute l'architecture psychologique du moment actuel avec une précision qu'aucun communiqué diplomatique n'a égalée. Ensuite, ils vont à la télévision et disent à quel point ils s'en sortent bien. Lisez attentivement cette séquence. Les dirigeants iraniens disent en privé au président américain qu'ils n'ont aucune chance. Ensuite, ils sortent de la pièce où cette conversation a eu lieu et disent à leur public national et aux médias internationaux qu'ils gagnent, qu'ils sont prêts, que les portes de l'enfer sont ouvertes, que des mesures surprises au-delà de l'imagination de l'ennemi sont en préparation. L'écart entre ce qu'ils disent à Trump en privé et ce qu'ils disent aux caméras en public n'est pas de l'hypocrisie au sens politique ordinaire. C'est l'écart entre une organisation qui gère sa survie interne et une organisation qui gère sa dissuasion externe. Et Trump vient de dire publiquement au monde que la conversation privée contredit la version publique. Cette divulgation n'est pas accidentelle. C'est un message à chaque commandant iranien qui a pris la version publique au sérieux. L'évaluation militaire de Trump sur ce que l'opération Epic Fury a réellement accompli mérite l'attention directe qu'elle n'a pas reçue de la couverture médiatique, qu'il a traitée comme une formule habituelle. Plus de marines totalement anéanties, plus d'armées de l'air totalement anéanties, plus de capacités antiaériennes totalement anéanties, plus de radars, plus de dirigeants. Ce ne sont pas des envolées rhétoriques d'un président qui utilise l'hyperbole par défaut. Ce sont des évaluations opérationnelles qui correspondent à ce que le bilan observable de ce conflit a produit. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a perdu plus de 120 navires depuis le 28 février. L'armée de l'air iranienne n'a pas mené une seule sortie de combat efficace depuis la première nuit de l'opération Epic Fury, lorsque les systèmes américains et israéliens de guerre électronique, ainsi que les vagues de frappes soutenues qui ont suivi, ont démantelé l'architecture de commandement et de contrôle qui aurait coordonné les opérations aériennes. Les réseaux de missiles solaires, les systèmes bavards 373 et les batteries 300 que l'Iran avait acquis à coût énorme comme principale couche de défense aérienne ont figuré parmi les premières cibles détruites dans les premières heures de la campagne. Leur élimination était la condition préalable à tout ce qui a suivi. Et la structure de leadership, le guide suprême tué dans la première semaine, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique tué le 30 mars sans successeur confirmé, le président civil qui apprend les opérations de sa propre armée par les nouvelles, n'est pas une hiérarchie de commandement fonctionnel. C'est une collection de nœuds déconnectés qui tentent de produire une action coordonnée sans la connectivité que la coordination exige. Lorsque Trump appelle cela une escarmouche, ce n'est pas une minimisation. C'est une caractérisation précise de ce qui se produit lorsque la force militaire la plus puissante de l'histoire du monde applique 64 jours de pression opérationnelle soutenue à une force qui ne possède aucun des éléments que Trump a énumérés. La déclaration du secrétaire à la défense Pete Hegseth au sujet de Project Freedom est le résumé opérationnel qui traduit tout ce que Trump a dit en conséquence pratique au niveau de la voie maritime. Il a dit clairement, ce qu'il démontre avec Project Freedom, c'est que l'Iran ne contrôle pas le détroit. Il a noté que l'Iran est embarrassé par le fait que le blocus américain tient et que des navires américains peuvent traverser la voie maritime. Il a décrit la position stratégique que cela crée pour l'Iran, avec la précision de quelqu'un qui a réfléchi sérieusement au dilemme que cela produit. L'Iran tient le détroit en otage et le monde entier sait qu'il fait. Les États-Unis sont prêts à l'ouvrir. Ce cadrage, malgré sa simplicité, est la communication diplomatique la plus efficace que le côté américain ait produite dans tout ce conflit.
il prend la fermeture d'Ormuz, l'arme que le corps des gardiens de la révolution islamique a passé des décennies à construire et qu'il croyait capable de rendre toute escalade américaine trop coûteuse économiquement à soutenir, et la recadre comme un passif plutôt qu'un atout. C'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui paralyse le transport maritime mondial. Ce sont les États-Unis qui tentent d'ouvrir la voie maritime au commerce mondial. Chaque pays qui paie des prix de l'énergie plus élevés regarde maintenant ce cadrage. Chaque économie qui absorbe les coûts des perturbations d'approvisionnement le regarde aussi. Et chaque gouvernement qui reçoit des appels d'industrie dont les chaînes d'approvisionnement dépendent du transit par le golfe Persique fait son propre calcul sur le camp qu'il veut voir l'emporter dans cette confrontation. La réponse que ce calcul produit à Tokyo, à Séoul, à Bruxelles et à New Delhi n'est pas celle que les planificateurs stratégiques du corps des gardiens de la révolution islamique avaient supposée lorsqu'ils ont conçu la doctrine de fermeture d'Ormuz. L'évaluation du général Kane sur l'état opérationnel actuel du corps des gardiens de la révolution islamique est la déclaration la plus cliniquement précise issue des communications publiques de l'armée américaine depuis des semaines. Elle mérite d'être lue avec l'attention qu'on accorde à un document de source primaire, plutôt que le traitement, en bref, extrait qu'elle a reçu dans la plupart des couvertures. Il a décrit les attaques iraniennes actuelles comme un feu de harcèlement faible. Il a dit que on a l'impression que l'Iran s'accroche à n'importe quoi, en essayant de faire quelque chose sur le flanc sud. Puis il y a cette phrase qui devrait être au centre de chaque analyse de la situation militaire iranienne du 5 mai. Leur structure de commandement et de contrôle demeure très fracturée et ils peinent à maintenir le contrôle aux échelons inférieurs, en périphérie. Aux échelons inférieurs, en périphérie, cette phrase est la description opérationnelle d'une organisation dont le commandement central a perdu la capacité de diriger le comportement de ses unités avancées. Les unités à la périphérie du réseau, les commandants de petites embarcations dans le détroit, les opérateurs de batteries de missiles le long de la côte sud, les contrôleurs des SEM de drones, sur des sites de lancement dispersés, ne reçoivent pas de directives cohérentes d'en haut. Elles agissent selon des ordres permanents, selon la doctrine, selon ce que leurs commandants locaux décident en l'absence d'instructions claires d'une chaîne de commandement que Kane décrit comme très fracturée. Voilà la condition. Des unités avancées autonomes agissent sans direction centrale cohérente et elles le font dans un environnement où la mauvaise action d'une seule unité peut déclencher des conséquences que le centre fracturé ne peut ni gérer ni inverser. C'est la définition du risque d'escalade accidentelle que les analystes sérieux de ce conflit identifient comme l'élément le plus dangereux de la situation actuelle. Pas une décision iranienne délibérée de reprendre les hostilités complètes. Une unité autonome à la périphérie d'une structure de commandement fracturée qui fait quelque chose que personne au-dessus d'elle n'a autorisé, et l'armée américaine, obligée de répondre d'une manière que le commandement fracturé au-dessus de cette unité ne peut ni contrôler ni désamorcer. Maintenant, regardons les explosions, parce que les incendies à Téhéran et les explosions à Keshem méritent plus d'attention analytique que la question de savoir qui les a provoqués, question qui ne sera peu, être jamais définitivement tranchée publiquement. La question la plus importante est ce que leur occurrence, dans le contexte précis de la fenêtre actuelle de cessez-le-feu, révèle sur l'état du conflit sous la surface de la piste diplomatique officielle. Avant le 28 février, l'Iran connaissait des explosions mystérieuses dans de grandes installations avec une régularité qui rendait structurellement invraisemblables les explications de fuites de gaz, raffineries, installations militaires, complexes industriels. Le schéma était trop constant et trop précisément ciblé pour être expliqué par des défaillances d'entretien des infrastructures dans un pays sous sanctions, dont la base industrielle a été progressivement privée des pièces de rechange et de l'expertise technique nécessaire pour l'entretenir de façon sécuritaire. Ces explosions étaient l'expression visible d'une campagne de pression clandestine, opérant sous le seuil d'une action militaire reconnue. Lorsque l'opération Epic Fury a été lancée, la campagne militaire reconnue a commencé et la campagne clandestine s'est arrêtée ou a été absorbée dans le tableau opérationnel plus large. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé,
les 7 et 8 avril, les opérations militaires reconnues ont cessé et en quelques jours, les explosions inexpliquées ont recommencé. Cette reprise n'est pas une coïncidence. Les campagnes de pression clandestine ne s'arrêtent pas pendant les cessez-le-feu par courtoisie diplomatique, lorsque les partis qui les mènent n'ont pas accepté d'inclure les opérations clandestines dans le cadre du cessez-le-feu. Les explosions ont repris parce que le cessez-le-feu s'appliquait aux opérations reconnues et que les organisations menant la campagne clandestine ont appliqué un calcul différent à leurs propres activités. Et ces organisations, qu'il s'agisse de la CIA, du renseignement israélien, opérant dans le cadre que CNN confirme comme toujours activement coordonné avec les États-Unis sur une possible reprise des combats, de l'opposition iranienne interne avec un soutien logistique externe, ou d'une combinaison qui ne rentre proprement dans aucune de ces catégories, opèrent à l'intérieur de l'Iran avec une liberté de mouvement et un accès aux cibles que le corps des gardiens de la révolution islamique, malgré toutes ses capacités de surveillance intérieure et son infrastructure de sécurité interne, ne peut empêcher. Les explosions de Keshmem méritent précisément une attention que la couverture générale de multiples explosions simultanées ne leur a pas donnée. L'île de Keshmem n'est pas un endroit au hasard dans la géographie de ce conflit. Elle se situe à l'approche orientale du détroit d'Ormuz. Elle a été utilisée par le corps des gardiens de la révolution islamique comme zone de préparation pour des opérations maritimes tout au long du conflit. C'est l'un des lieux par lesquels le corps des gardiens de la révolution islamique tente de maintenir la capacité opérationnelle maritime qui a survécu aux pertes de 120 navires infligées par la campagne. Plusieurs explosions d'origine inconnue à Keshem, se produisant simultanément avec une explosion dans un grand complexe à Téhéran, le même jour où des missiles iraniens frappent les Émirats arabes unis pour une deuxième journée consécutive, et où des destroyers américains sont positionnés profondément dans le golfe Persique après avoir forcé le passage du détroit, ne sont pas une distribution aléatoire d'incidents sans lien. C'est un schéma avec une géométrie, et cette géométrie pointe vers une campagne coordonnée, opérant simultanément à plusieurs niveaux, pression militaire reconnue par le blocus naval et la présence de destroyers dans le golfe, opération clandestine active contre l'infrastructure du corps des gardiens de la révolution islamique sur le sol iranien et signalement diplomatique soutenu par les déclarations publiques de Trump sur ce que l'Iran lui aurait dit en privé. Les multiples pistes ne se déroulent pas en séquence, elles se déroulent en parallèle. Et l'effet d'une pression parallèle sur une organisation dont la structure de commandement et de contrôle vient d'être publiquement décrite par Ken comme très fracturée n'est pas additif. Il est multiplicatif. Maintenant, abordons directement la campagne de missiles iranienne contre les Émirats arabes unis. La deuxième journée consécutive d'attaques de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones contre des cibles émiriennes exige une évaluation honnête qui va au-delà de la description opérationnelle des interceptions de défense aérienne. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a confirmé officiellement les attaques. Les systèmes de défense aérienne émirienne engagent les menaces. Les interceptions se produisent au-dessus de zones peuplées, ce qui signifie que les sons de ces interceptions sont entendus par des millions de résidents des Émirats arabes unis, qui vivent maintenant une deuxième journée consécutive d'attaques de missiles venant d'un pays voisin. Cette réalité, l'expérience civile vécue de missiles balistiques interceptés au-dessus de votre ville pendant 2 jours de suite, produit des conséquences qui dépassent largement le tableau opérationnel militaire. Les Émirats arabes unis ont annoncé l'enseignement en ligne pour les écoles du 5 au 8 mai. Des consignes civiles ont été publiées. Le gouvernement d'un pays qui accueille une infrastructure logistique militaire américaine, qui a été l'un des partenaires régionaux les plus importants dans la campagne de pression contre l'Iran, qui a retiré le drapeau de la République islamique de ses espaces civils et l'a remplacé par le symbole pré-révolutionnaire du régime que Téhéran a renversé, gère maintenant les conséquences civiles d'attaques de missiles iraniennes soutenues sur son territoire, et la réponse américaine à ces attaques, le positionnement de destroyers dans le golfe Persique, la coordination continue avec Israël sur des options de reprise que CNN a confirmées comme actives et en cours, et la déclaration publique de Trump selon laquelle il fournit essentiellement des armes au peuple iranien n'est pas une réponse calibrée pour désamorcer la situation. C'est une réponse calibrée pour compléter un objectif.
Les commentaires de Trump sur l'armement du peuple iranien représentent l'élargissement le plus important du cadre conceptuel du conflit depuis l'annonce du blocus et il mérite le poids analytique qu'ils n'ont pas encore reçu. Il a dit que si le peuple iranien avait des armes à feu, il riposterait. Il a dit qu'il en était convaincu. Il a dit être partagé à cause des 42 000 personnes tuées dans les 2 premières semaines de troubles internes. Puis il a dit quelque chose qui est soit la divulgation présidentielle au présent la plus lourde de conséquences de mémoire récente, soit la déclaration de guerre psychologique la plus précisément calibrée de tout le conflit. Il a dit qu'il pense que des armes arrivent au peuple iranien, non pas que des armes seront envoyées, non pas que l'option est activement à l'étude, il pense qu'ils reçoivent certaines armes à feu. Et cette évaluation livrée au présent par un président en exercice remplit 2 fonctions stratégiques simultanées. Si elle est exacte, elle décrit une opération clandestine active d'approvisionnement atteignant des éléments de l'opposition iranienne à l'intérieur du pays, la même opération que le sénateur Lindsey Graham a publiquement défendue par son nom. Si c'est une divulgation calculée destinée à forcer l'appareil de sécurité interne du corps des gardiens de la révolution islamique à consommer des ressources et de l'attention organisationnelle en poursuivant une menace dont il ne peut pas évaluer précisément l'ampleur et l'organisation depuis l'intérieur du blackout informationnel qu'il a imposé à la population iranienne, elle produit le même effet par d'autres moyens. Dans les 2 cas, chaque commandant de sécurité interne du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran doit maintenant traiter une opposition intérieure potentiellement armée comme une variable opérationnelle réelle, plutôt que comme une menace théorique supprimée. Et les ressources nécessaires pour gérer cette variable dans un pays où les forces de sécurité font face à des retards de paiement des salaires, à un soutien logistique dégradé et à une crise financière que le blocus a rendue structurelle plutôt que temporaire, sont des ressources qui doivent venir d'ailleurs dans un budget déjà insuffisant avant même le début de la guerre. Le portrait financier qui se déroule sous toute cette activité opérationnelle est l'horloge sur laquelle tout le reste est réglé. Et il n'a pas changé son arithmétique fondamentale, peu importe ce que les attaques de missiles contre les Émirats arabes unis, les explosions à Téhéran ou les transits de destroyers dans le détroit changent au tableau tactique d'un jour donné. L'Iran perd environ 240 millions de dollars par jour en revenus directs d'exportation pétrolière à cause du seul blocus naval. Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie iranienne se contracte de 1% en 2026, avec une inflation à 68, 9%. Le rial s'est effondré à environ 32 millions pour un dollar américain. La fenêtre de 2 semaines que Trump avait décrite avec une précision technique, la fenêtre avant que les réservoirs de stockage de l'île de Karg atteignent leur capacité physique et que l'horloge géologique commence à courir vers des dommages permanents aux champs pétroliers, et maintenant une fenêtre de 10 jours. C'était une fenêtre de 2 semaines lorsque Trump l'a décrite. Des jours ont passé, les réservoirs sont plus près de leur capacité aujourd'hui qu'ils ne l'étaient lorsqu'il a parlé, et lorsque ces puits seront fermés, la dynamique de pression des réservoirs produira les dommages souterrains que Trump a décrits dans son entrevue. Selon lui, ces dommages pourraient détruire de façon permanente 60 à 70% du potentiel de récupération. Aucun accord conclu après ce point ne pourra annuler ce que la physique de la fermeture aura déjà fait à la capacité économique à long terme de l'Iran. Le fait que le corps des gardiens de la révolution islamique lance des missiles contre les Émirats arabes unis au 2e jour de la violation du cessez-le-feu n'arrête pas cette horloge. Les explosions à Téhéran n'arrêtent pas cette horloge. Les destroyers dans le golfe Persique n'arrêtent pas cette horloge. L'horloge fonctionne selon la physique du stockage pétrolier et de la géologie des réservoirs. Elle ne s'arrête pas pour des opérations militaires, des négociations diplomatiques ou des interceptions de missiles au-dessus de villes émiriennes. Elle continue. Et elle tourne maintenant. La fracture interne de la structure de commandement iranienne est l'élément qui rend tous les autres éléments plus dangereux et non moins dangereux.
Et la description que fait Kane de cette fracture comme très fracturée, avec une difficulté à maintenir le contrôle aux échelons inférieurs, doit être placée à côté de ce que nous savons sur ceux qui prennent réellement les décisions à l'intérieur de l'Iran en ce moment. Le guide suprême n'est pas apparu publiquement. Il communique seulement par intermédiaire. Le président civil ne savait pas pour la première série de frappes contre les Émirats arabes unis et a qualifié la stratégie du corps des gardiens de la révolution islamique de folie lorsqu'il l'a appris. Le ministre des Affaires étrangères mène des négociations au Pakistan que l'organisation militaire qu'il représente nominalement continue de saboter par des actions opérationnelles qui rendent tout ce qu'il tente de négocier plus difficile à atteindre. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique est sans commandant confirmé depuis le 30 mars. Et la réforme de décentralisation de 2008, qui a distribué l'autonomie opérationnelle entre 30 et un corps semi-autonome du corps des gardiens de la révolution islamique, signifie que les unités à la périphérie de ce réseau fracturé disposent de la doctrine, des ordres permanents et de l'autorité indépendante pour agir sans attendre des directives qui pourraient ne pas venir de façon cohérente d'en haut. Maintenant, ajoutez à ce portrait structurel la réalité opérationnelle selon laquelle ces unités autonomes en périphérie tirent encore des missiles, attaquent encore des navires et lancent encore des essaims de drones contre des systèmes de défense aérienne émirienne qui les interceptent au-dessus de villes peuplées pour une deuxième journée consécutive. Et la question à laquelle Kane a partiellement répondu, mais que le portrait complet rend plus urgente que n'importe quelle déclaration individuelle ne l'a saisie, est celle-ci: si la structure de commandement et de contrôle est très fracturée et peine à maintenir le contrôle aux échelons inférieurs, en périphérie, qui a exactement autorisé la deuxième journée de frappe de missiles contre les Émirats arabes unis, était-ce une décision coordonnée prise par ce qui reste du commandement central du corps des gardiens de la révolution islamique? Était-ce une décision autonome prise par un commandant régional qui possède, sous la doctrine décentralisée, l'autorité d'agir sans autorisation centrale? Ou était-ce la seule chose plus dangereuse que ces deux options? Une décision prise par un commandant qui croyait suivre des ordres permanents d'un commandement central, ayant en réalité perdu la cohérence nécessaire pour émettre des ordres permanents avec une quelconque uniformité significative, parce que ces trois possibilités induisent des évaluations différentes de ce qui vient ensuite. Une décision coordonnée implique qu'il reste une certaine capacité de calcul stratégique au centre. Une décision régionale autonome implique que la périphérie mène désormais la guerre, peu importe ce que n'importe quel négociateur dit à n'importe quelle table. Et un ordre permanent mal compris dans une structure de commandement fracturé implique que la prochaine action du corps des gardiens de la révolution islamique pourrait surprendre sa propre direction autant que la première frappe contre les Émirats arabes unis a surpris Pezeshkian. Maintenant, voyons pourquoi le positionnement des destroyers à l'intérieur du golfe Persique est le développement militaire unique, le plus important des dernières 24 heures, parce que ces implications dépassent largement la démonstration opérationnelle de capacité de transit dans le détroit. L'USS Truxtun et l'USS Mason ont traversé le détroit hier sous ce que le CENTCOM a décrit comme un feu iranien soutenu. Ils ont été attaqués simultanément par de petites embarcations, des missiles et des essaims de drones. Les Apaches et les Seahawks ont coulé toutes les petites embarcations. Les systèmes intégrés de défense aérienne à bord des destroyers ont géré les menaces de missiles et de drones, et les navires ont continué d'avancer. Ils ont traversé le détroit et ils ne se sont pas arrêtés à la sortie, ils sont allés profondément à l'intérieur du golfe Persique. Ce positionnement des destroyers américains dans le golfe Persique, du côté iranien du détroit d'Ormuz, change la géométrie de chaque calcul militaire subséquent dans le théâtre. Cela signifie que la puissance navale américaine se trouve maintenant simultanément des deux côtés de la voie maritime. Les groupes aéronavals et l'architecture navale plus large sont positionnés dans la mer d'Arabie et le golfe d'Oman, à l'est et au sud. Les destroyers sont maintenant positionnés dans le golfe Persique, à l'ouest et au nord.
Toute opération navale du corps des gardiens de la révolution islamique qui tenterait d'utiliser le détroit comme zone de préparation doit maintenant tenir compte de la possibilité d'un engagement venant simultanément de plusieurs directions, plutôt que de la géométrie à approche unique qui dominait les premières phases du conflit. Et la réponse iranienne au fait que les destroyers ont traversé le détroit, au feu soutenu qu'ils ont subi et auquel ils ont survécu, aux embarcations coulées par des Apaches et des Seahawks alors qu'elles tentaient d'exécuter la doctrine de l'essaim, a été de continuer à tirer des missiles contre les Émirats arabes unis le lendemain. Pas de renforcer le détroit, pas de positionner des moyens supplémentaires pour contester la présence de destroyers américains dans le golfe Persique. Continuer à tirer sur les Émirats arabes unis. Cette priorité vous dit quelque chose de précis sur le calcul décisionnel actuel du corps des gardiens de la révolution islamique. Il n'optimise pas pour contrôler le détroit. Il optimise pour démontrer qu'il peut encore imposer des coups aux partenaires américains, même pendant que des navires de guerre américains opèrent librement dans des eaux qu'il prétend contrôler. Le moment des dauphins kamikazes mérite un traitement bref mais sérieux, parce qu'il a accidentellement révélé quelque chose de plus important que l'absurdité de la question elle-même. Lorsqu'un journaliste, lors du point de presse au Pentagone, a demandé à Exet et Kane au sujet de rapports évoquant des mines attachées à des dauphins comme système d'armement, les deux hommes ont ri. Kane a dit qu'il ne pouvait ni confirmer ni infirmer l'existence de dauphins kamikazes. Puis il a dit quelque chose que les rires ont presque masqué. Il a décrit les attaques iraniennes actuelles comme des actions cinétiques de faible intensité. Cette formule, livré dans le même point de presse où le corps des gardiens de la révolution islamique lance des missiles balistiques contre les Émirats arabes unis pour une deuxième journée consécutive, vous dit comment les dirigeants militaires américains calibrent le niveau de menace de tout ce qu'il reste à l'Iran, des actions cinétiques de faible intensité. La capacité opérationnelle restante du corps des gardiens de la révolution islamique, après la perte de 120 navires, après le démantèlement des défenses aériennes, après la structure de commandement décrite par Kane comme très fracturée, est classée au Pentagone comme du harcèlement de faible intensité plutôt que comme une menace militaire significative. La question des dauphins kamikazes était absurde. Mais la réponse qu'elle a générée, le rire authentique du secrétaire à la défense et du président de l'état-major interarmé sur l'état de la capacité militaire iranienne, et l'expression publique la plus honnête de l'évaluation américaine de la menace que l'armée gère actuellement. Et cette évaluation, livrée le même jour où des missiles iraniens sont interceptés au-dessus de villes émirienne, est l'écart qui définit où ce conflit se situe réellement. L'Iran possède encore assez de capacité pour forcer les Émirats arabes unis à passer à l'école en ligne et pour exiger des interceptions de défense aérienne au-dessus de zones peuplées. Il ne possède pas assez de capacité pour être pris au sérieux comme adversaire militaire par le secrétaire à la défense et le président de l'état-major interarmé lors d'un point de presse ouvert au Pentagone. Voici le portrait complet que tous les éléments du 5 mai produisent lorsqu'on les place dans le même cadre. Un immense complexe brûle à Téhéran sans explication officielle et sans revendication de responsabilité. L'île de Keshm, l'une des zones de préparation maritime les plus critiques du corps des gardiens de la révolution islamique, rapporte plusieurs explosions d'origine inconnue. Des drones iraniens sont interceptés au-dessus de villes émiriennes pour une deuxième journée consécutive. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a confirmé publiquement les attaques et les interceptions en cours. 2 destroyers américains sont positionnés profondément dans le golfe Persique, après avoir forcé le passage du détroit d'Ormuz sous le feu et y avoir survécu. CNN a confirmé que les États-Unis et Israël coordonnent activement des options pour une possible reprise des opérations de combat à grande échelle. Trump a déclaré publiquement qu'il croit que des armes arrivent au peuple iranien, au présent. Le président de l'état-major interarmé a décrit la structure de commandement et de contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique comme très fracturée, avec une difficulté à contrôler les échelons inférieurs.
Le secrétaire à la Défense a qualifié les attaques iraniennes actuelles de faible feu, de harcèlement, tout en confirmant que le blocus américain tient et que des navires américains peuvent traverser le détroit. Et un président civil, dont l'armée attaque les Émirats arabes unis depuis 2 jours consécutifs, sans le lui dire, a qualifié la stratégie de folie lorsqu'il l'a appris. Quelque part, dans ce tableau, dans la structure de commandement fracturée, dans les unités autonomes en périphérie, dans les incendies d'origine inconnue, dans les destroyers, dans le golfe Persique et dans les missiles interceptés au-dessus de villes émiriennes, la décision sur ce qui se passera ensuite est en train d'être prise. Pas dans les salles de négociation au Pakistan, pas dans les canaux diplomatiques discrets que les 2 camps ne reconnaissent pas publiquement, dans le cockpit d'un avion dont personne ne revendique la propriété, au-dessus d'un bâtiment qui brûle encore à Téhéran, dans le poste de commandement d'un commandant régional du corps, des gardiens de la révolution islamique qui possèdent la doctrine et l'autorité d'agir, sans attendre un commandement central que Keynes vient de décrire au monde comme très fracturé et peinant à maintenir le contrôle. Dans le système de ciblage d'une arme qui se dirige vers une destination qui produira des conséquences que ni le commandement fracturé qui la peut être autorisé, ni le président civil qui la prendra au même cycle de nouvelles que tout le monde, ne pourront faire reculer une fois qu'elle arrivera. Les incendies brûlent, les missiles sont dans les airs, les destroyers sont à l'intérieur du golfe Persique, la coordination entre Washington et Tel Aviv est active et continue, et l'horloge des réservoirs de stockage de l'île de Karg est 10 jours plus près de l'événement géologique qui rendra la question à long terme sans objet, peu importe ce que tout négociateur accepte dans n'importe quelle ville au cours des 10 prochains jours. Qui est responsable des explosions à Téhéran et à Keshme? La réponse honnête est que la question la plus importante n'est pas de savoir qui a causé les incendies. C'est de savoir ce que les incendies, combinés à tout ce qui brûle autour d'eux, indiquent sur la proximité de la République islamique avec le moment où le cessez-le-feu cessera d'être techniquement quelque chose et deviendra un fait historique d'une toute autre nature. La réponse à cette question est visible dans la fumée au-dessus de Téhéran ce soir. Et personne, dans les bâtiments encore debout, ne dit ce qu'elle signifie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.